Merci beaucoup donc d'être ici pour notre session. Alors pour moi, c'est la deuxième session de la journée. Donc sur cet après-midi, les enjeux d'investissement en Europe. L'objectif dans le cadre de cette session est de voir ce qui est important de faire sur un certain nombre de priorités d'investissement, de priorités stratégiques, ce qui est important de faire à l'échelle européenne, ce que l'échelle européenne apporte par rapport à des engagements nationaux. Donc on va balayer à la fois les enjeux macroéconomiques, des investissements en Europe avec une présentation de Michel Aglietta, professeur émérite Université Paris-Ouest Nanterre, conseiller scientifique au CEPI, donc qui va nous rappeler l'importance à la fois des investissements, mais des investissements de long terme dans un certain nombre de secteurs stratégiques au niveau européen. Et nous allons ensuite décliner ce sujet avec différentes entrées plus thématiques. Donc Sophie Barbier, qui est responsable du pôle européen au sein de la direction des relations institutionnelles, internationales et européennes de la Caisse des dépôts. Donc on va faire une entrée investisseurs de long terme ou Banque nationale de développement, puisque c'est le terme au niveau européen. Donc comment des investisseurs publics au niveau national peuvent s'articuler avec des engagements européens pour mener à bien donc ces investissements prioritaires. Nous aurons ensuite Thomas Pellerin-Carlin, donc de l'Institut Jacques Delors, qui là aussi va nous faire un peu une revue des secteurs stratégiques, peut-être après pour faire un premier focus, ça va pas être le seul à la table ronde, sur les enjeux d'énergie renouvelable, mais quand même un peu un bilan, un panorama des besoins d'investissement à l'échelle européenne. Et Yves Marignac, donc expert sur les sujets énergétiques. Donc on fera là un focus plus particulier sur la question de la transition énergétique, puisque nous avions soutenu un travail de Négawatt sur les feuilles de route de transition énergétique de divers pays en Europe, et donc voir en quoi, quelles sont les conséquences en termes de besoins d'investissement de ces feuilles de route. Voilà, donc ensuite nous aurons un temps d'échange avec la salle. Donc je laisse tout de suite la parole à Michel, parce que nous avons une session chargée et qu'on voudrait garder du temps pour la fin. Donc Michel. Oui, j'espère qu'arrivera voilà. va arriver. Et que ça va venir en panorama, en diapo, ce sera encore mieux de l'avoir en plein écran. Oui, il l'a en diapo. Donc, enfin bref. Donc en fait je vais parler de la question qui fâche, parce que l'Europe est incapable d'investir, et en particulier d'incapable d'investir à long terme, et que c'est, disons, un peu sa tragédie, qu'on appelle aujourd'hui la tragédie des horizons. Alors, vous voyez, juste pour... j'espère que ça marche, je veux dire, non, vous voyez, tu vois, je le fais, puis ça passe pas, C'est eux qui le font ou quoi? Parce que ça m'embête de ne pas pouvoir passer les slides. Et l'Europe, c'est difficile. Dès qu'on parle d'Europe, il y a des problèmes. Ah, c'est formidable. On va voir si ça se poursuit, mais si ça se poursuit, c'est formidable. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui s'est passé depuis 20 ans, rappelez-vous, depuis 30 ans, pardon, même plus de 30 ans, c'est-à-dire les années 80, c'est ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie, la déferlante financière sur l'économie. Et vous voyez que le résultat a été que l'investissement public a plus que décliné, il s'est effondré. Vous voyez que si vous regardez la courbe de la quantité de l'investissement public en pourcent du PIB en zone euro, vous voyez que ça a baissé de 50%. Et l'investissement privé a baissé aussi, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la qualité. Bon, il y a des indices de mesure de la qualité par des institutions qui ont le rôle de faire ça. Et vous voyez que si vous prenez ces deux bâtons, dont l'un exprime le début des années 80 et dont l'autre est récent, il est 2015, je crois, le bâton vert est en dessous du bâton en violet partout, sauf en Chine. Vous voyez que les pays européens sont quand même encore meilleurs, France et Allemagne par rapport aux autres, mais que partout vous avez une baisse de la qualité de l'investissement. Et donc vous êtes dans une situation où l'investissement public pose un gros problème, et donc c'est ce que j'appelle le talon d'Achille pour concevoir une croissance soutenable.
Et donc la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi il faut que l'investissement public et privé soient complémentaires, et pourquoi ça ne marche pas, comment on pourrait faire pour que ça marche mieux. Et donc c'est ça la question du projet pour l'Europe de demain. Aujourd'hui, on s'occupe des problèmes de la zone euro en regardant le court terme. Or, la position que j'ai, c'est qu'il faut développer le long terme pour arranger le court terme. Donc la vision, elle est inverse, si vous voulez. Et donc, il faut redresser la croissance potentielle. Et cela, évidemment, aujourd'hui, compte tenu des problèmes environnementaux, compte tenu des problèmes sociaux, compte tenu des problèmes de gouvernance d'entreprise, ce qu'on appelle les critères ESG, redresser la croissance potentielle suppose de développer une interaction de ces différents éléments. Et donc, voilà, je donne ici deux idées, qui sont ce que j'appelle les deux initiatives, c'est-à-dire il faut un budget européen plus étoffé qu'il ne l'est et qui puisse élaborer des projets d'investissement pour toute l'Europe. Le point important, on va voir, c'est ce qu'on appelle une valeur ajoutée européenne. C'est-à-dire que ça fasse du win-win dans les différents pays membres, de sorte qu'il n'y ait pas de querelle des pays membres par rapport à ces types d'investissements. On obtient un résultat meilleur pour tous si les investissements sont décidés au niveau européen que s'ils l'étaient séparément dans chaque pays. C'est ça qui est crucial. Et la deuxième initiative serait qu'il faut pouvoir les financer. Il est clair que c'est le secteur privé qui finance la masse énorme des investissements qui vont être nécessaires. On pensait que le seul changement climatique implique des centaines de milliards d'euros d'investissements cumulés au fur et à mesure des années. Et donc, ça suppose en effet des acteurs financiers capables de le faire, puisque aujourd'hui la finance, elle est entièrement sur des horizons de court terme, et que les marchés financiers, pour plein de raisons qu'on va voir, ne peuvent pas à eux seuls financer la nouvelle croissance. Et donc, la question du budget. Je dis, tout le monde le dit aujourd'hui, que l'ensemble des problèmes environnementaux, et même seulement le changement climatique, implique le retour de la puissance publique à un rôle déterminant, un rôle d'orientation, et qu'il s'agit d'entraîner le secteur privé en lui donnant suffisamment de garanties par rapport aux risques très importants qui découlent de ce type d'investissement. Et donc pour ça, il faut un budget européen plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous voyez, à la fois l'idée, c'est l'Europe dans son ensemble qui doit agir vis-à-vis du changement climatique, dans ses rapports avec le reste du monde, et dans l'initiative qu'elle doit prendre si elle veut garder le leadership technologique dans ce domaine. Et pour cela, il faut qu'il y ait ce rapport de complémentarité public-privé. Et il passe par un budget européen qui soit bien plus musclé que le budget d'aujourd'hui. Et définir, alors vous avez, là je m'appuie évidemment sur le rapport Monti, qui est un rapport qui est une percée à la fois théorique et pratique, si vous voulez, sur ce qu'il faudrait pouvoir faire. Il faut développer, je l'ai déjà dit, une valeur ajoutée européenne. Donc une valeur ajoutée européenne, c'est celle qui donne des avantages à tout le monde parce que les investissements sont très complémentaires entre les différents pays et que le faire séparément nous affaiblit par rapport à le faire dans son ensemble. Et donc, il faut donc des politiques publiques qui permettent de produire cette valeur ajoutée européenne. Elle le fait par des investissements de long terme. Il faut donc définir la nature des investissements de long terme qui produisent une valeur ajoutée européenne. C'est clair. Et en soi, c'est pas compliqué. Sauf que c'est compliqué à définir et à mettre d'accord les pays pour le faire. Et donc, il faut définir des investissements, vous voyez, c'est écrit, donnant des gains non pas locaux, mais globaux. Alors, je vous donne disons un certain nombre d'exemples qui sont assez clairs. Il y a des biens publics purs, vous les trouvez en particulier dans la défense, dans la sécurité. On est dans un monde géopolitique qui est complètement modifié. L'hégémonie américaine est en train de s'effondrer par ceux qui avaient construit cette hégémonie et qui l'effondrent lui-même, je veux dire, c'est-à-dire le gouvernement américain. Donc l'Europe doit être autonome politiquement et elle doit se donner les outils de l'autonomie politique au niveau international. Donc c'est un premier type d'investissement. Éliminer ou réduire les externalités négatives, là on est vraiment dans le cas du changement climatique, et notamment l'électrification des transports sur toute l'Europe est un type d'investissement absolument décisif pour réduire sensiblement les gaz à effet de serre.
Les investissements à externalités positives, vous voyez, j'en donne un certain nombre d'exemples, hein, mais le point crucial surtout, c'est ce qu'on appelle les smart grids, hein, des réseaux de distribution d'électricité qui permettent de surmonter l'intermittence du renouvelable. Si on veut que le renouvelable se développe, ce qui est évidemment crucial, il faut des réseaux de distribution d'électricité sophistiqués. Or, les technologies numériques le permettent. Donc, vous avez en même temps l'avancée des technologies les plus avancées de toutes aujourd'hui dans le cadre des complémentarités avec cette transition énergétique. C'est ça qu'il faut réaliser. Le problème, c'est que la Chine est en train de le faire mieux que nous pour l'instant. Donc, ce type d'investissement, et puis promouvoir évidemment la recherche-développement est crucial. Et donc, alors comment on peut faire le budget européen en question? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des ressources propres. Donc, retenez au moins deux choses, hein, valeur ajoutée européenne et budget européen avec ressources propres. Ça veut dire quoi, ressources propres? Ça veut dire des ressources qui appartiennent à l'Europe et par conséquent dont la responsabilité politique est le Parlement européen et non pas les pays membres. Aujourd'hui, il n'existe que les droits de douane. Pourquoi? Vous voyez que il faut comprendre la logique. Nous avons fabriqué un marché commun. Si nous avons fabriqué un marché commun, les droits de douane vis-à-vis du reste du monde appartiennent à l'Europe et pas aux pays membres. Donc ça, c'est reconnu. Mais étant donné qu'on veut fabriquer d'autres biens communs, avec le changement climatique notamment, il faut d'autres ressources propres qui donnent évidemment à l'Europe les caractères d'une puissance publique s'ils atteignent un niveau suffisamment élevé. Et donc, je vous donne plusieurs possibilités ici. Hein. Des ressources propres qui sont liées aux taxes sur l'électricité. Je vous ai dit, il faut absolument développer des smart grids. Pour ça, il faut des investissements européens. Étant donné le caractère de valeur ajoutée européenne qu'ils créent, c'est normal qu'on ait une taxe dessus qui n'appartienne pas aux pays membres, mais qui appartienne à l'Europe. Voilà un peu. Je ne vais pas plus loin dans ça, mais vous pouvez faire la logique sur la taxe sur les transactions financières. Si vous voulez fabriquer un marché unique des capitaux, il doit appartenir à l'Europe, les impôts qui sont liés là-dessus, et pas aux pays séparément, etc. Et donc, vous voyez que vous avez un lien étroit entre faire des investissements longs, intégrer l'Europe pour faire une valeur ajoutée européenne et produire les ressources qui lui correspondent. Et donc, vous avez une stratégie possible par rapport à ça. Je termine sur 2 slides. J'ai encore le temps pour 2 slides. Quels sont les acteurs financiers? Je vous ai dit que le point important, c'était qu'il fallait financer ça et il fallait entraîner le secteur privé. Évidemment, ce n'est pas le budget public qui va faire tous les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir, si vous voulez, réaliser le changement climatique. Hein. C'est-à-dire maîtriser le changement climatique, je veux dire. Et donc, il me semble qu'il y a 3 types d'acteurs qui sont essentiels. Et je cherche pas à faire des révolutions institutionnelles, vous savez qu'aujourd'hui on ne peut pas les faire, mais s'inscrire dans le cadre du plan Juncker en le transformant profondément. Pour cela, le plan Juncker, il n'a qu'un actionnaire, qui est la BEI, en ce qui concerne l'actionnaire de type financier. Or, nous avons en Europe de nombreux, c'est un atout européen, des banques publiques de développement qui sont dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, les plus importants pays d'Europe. Oui, en Italie. La caisse, comment elle s'appelle? La Cassa Depositi. Ou alors, vous avez des banques de développement qui ne se veulent pas banques. Et vous en avez ici la responsable qui est là, qui dit la Caisse des dépôts et consignations n'est pas une banque. Donc, c'est pour ça que je mets banque et organisme de crédit. Organisme de crédit à long terme. Hein. Et donc, il devrait rentrer dans le Fonds européen stratégique en tant qu'actionnaire, ce qui permettrait de monter son capital. En même temps, vous auriez évidemment une beaucoup plus grande coordination des acteurs importants pour définir les projets d'investissement essentiels. Et vous auriez un levier qui serait plus important. Donc déjà, le plan Juncker avance. Hein. Il est passé de 350 milliards d'actifs possibles
à 500 et on devrait pouvoir passer à 1 trillion en mettant toutes les banques de développement en capital dedans. Donc on aurait un effet de levier dont la taille serait significative par rapport au type d'investissement à faire. Donc il faut, disons que ces banques publiques de développement jouent un rôle leader, si vous voulez, car elles sont capables de dépasser ce qu'on appelle la tragédie des horizons, de voir suffisamment loin. Elles ont un capital elles-mêmes qui est stable et par conséquent, elles peuvent faire cet horizon de long terme. Le deuxième type d'acteurs qui est très important, c'est ce que j'appelle les investisseurs responsables. Alors, les investisseurs responsables, ce sont des investisseurs institutionnels. Les caisses de retraite, les fonds de pension, les fonds souverains, ce type d'investisseurs. En effet, leur passif est long et leur passif est contractuel. Ils ne sont pas soumis à des crises de liquidité, à des contraintes de liquidité qui peuvent varier d'une manière brutale. Or, il n'est pas normal qu'ils soient aujourd'hui sur un horizon court. Ils le sont parce que nous sommes dans une logique de financiarisation qui est sous la dépendance, en fait, des actionnaires, des gestionnaires d'actifs qui, eux, sont rémunérés à 3 mois. Donc, c'est totalement absurde. Tout le monde n'investit qu'à très court terme aujourd'hui, à des changements de portefeuille extrêmement courts pour faire de la plus-value immédiate, alors que vous avez un passif long. L'investisseur responsable, c'est celui qui a compris que si nous laissons se dégrader sur 10 à 15 ans la situation écologique, parlons de ça, il y aura une baisse de la croissance et une baisse de la rentabilité de leurs propres actifs et qu'ils n'arriveront plus à répondre à leurs passifs. En particulier, vous avez sans doute entendu parler des stranded assets, c'est-à-dire des actifs qui vont de toute manière ne pas pouvoir donner de la valeur parce qu'ils ne seront jamais produits, c'est-à-dire la masse énorme de charbon et une partie du pétrole, etc., qui sont dans le sol et qui seront dévalorisés, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais, si vous voulez, brûlés. Si l'investisseur ne pense pas dès aujourd'hui à une stratégie de sortir de ces entreprises, du capital de ces entreprises, et de les faire rentrer dans les renouvelables, de les faire rentrer dans l'efficience énergétique, etc., le processus sera chaotique, il ne sera pas régulier. Or, il faut qu'il soit régulier. Donc, le rôle des investisseurs institutionnels pour faire évoluer la pression sur les entreprises, ils doivent jouer leur rôle d'actionnaire, non pas passif, mais en tant que jouer un rôle dans la gouvernance, amener les entreprises à se préoccuper des critères qu'on appelle ESG, environnement, sociaux et de gouvernance, et donc les intégrer avec les critères financiers. Voilà le point évidemment essentiel qui est dans ce deuxième type d'acteurs. Et le troisième type d'acteurs, c'est évidemment les banques centrales, car les banques centrales sont dans un univers aujourd'hui qui n'est plus celui d'avant la crise. Elles ont compris que la stabilité financière ce n'est pas garantie si ce n'est pas elle qui soit au levier de commande. Et par conséquent, il est clair qu'en particulier avec l'ensemble des risques écologiques et technologiques qui interviennent dans les décennies qui viennent, les risques financiers qui en découlent vont être très importants. D'ailleurs, le G20 s'en préoccupe, il commence à y avoir des travaux sur l'identification des risques financiers, une taxonomie des risques qui permettent à ces investisseurs institutionnels de voir ce qui est en jeu et par conséquent de jouer leur rôle. Mais les banques centrales sont amenées à jouer sans doute un rôle direct, notamment à partir des obligations vertes, pour permettre, si vous voulez, de réguler leurs prix en quelque sorte. Or, c'est tout à fait normal, puisque si elles s'occupent de stabilité financière, ce qu'elles doivent faire, ce n'est pas une stabilité financière des seules banques qui est leur problème, c'est une stabilité financière du système financier dans son ensemble. C'est ce que la crise, évidemment, nous a appris. Et en conséquence, les banques centrales doivent réguler les prix des obligations vertes qui seront émises pour que les investisseurs privés puissent financer les investissements productifs nécessaires à la maîtrise du changement climatique. Et pour ce faire, les banques centrales joueraient le rôle très simple. Vous avez une trajectoire du prix du carbone qui doit monter dans le temps. Il faut que les prix des obligations vertes y soient compatibles pour que la finance reste stable. Voilà ce que je voulais dire. Et après, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, très peu de choses. Une conclusion sur
ce slide-là, je pense, dire que, revenir sur cette idée que la puissance publique doit intervenir par différents outils. Hein, j'ai montré tout à l'heure que la puissance publique est indispensable, que la valeur ajoutée européenne en dépend. Mais ces modes d'action doivent être multiples, justement parce qu'il y a une beaucoup plus grande complexité que seulement définir un prix du carbone, ce que croient les économistes standards. Prix du carbone, puis c'est terminé, les marchés font tout. Eh bien, c'est évidemment ridicule. Vous êtes dans un monde d'externalité, dans un monde de biens communs, dans un monde de biens publics. Donc, il faut une multiplicité d'outils, mais coordonnés par une politique macroéconomique d'ensemble. Alors, mais les outils, vous voyez, la Banque centrale peut, je veux dire, la gouvernance politique, et par conséquent la Commission, le gouvernement et le Parlement européen, puisque ça doit être au niveau européen. Eh bien, ils ont plusieurs choses possibles, des garanties de prêts, des techniques de partage de risque par subvention, bonification d'intérêt, voilà un type d'outil qui est important, des lignes de crédit pour certains types d'investissements lourds qui sont vraiment essentiels, notamment dans les transports et dans l'énergie, l'élargissement des... Alors, donc, j'en ai parlé des critères ESG, mais vous voyez qu'à ce moment-là, il faut que la puissance publique les définisse. La Commission vient de faire un plan d'action qui le dit. Elle veut absolument que les entreprises soient obligées de rapporter les critères ESG et que ça ne soit pas seulement volontaire, mais obligatoire. Donc il y a quand même une avancée qui est faite dans ce sens-là. Des exemptions fiscales et des subventions à la recherche. Vous voyez que vous avez, disons, une multiplicité de possibilités et le reporting, par conséquent, des entreprises et les règles d'évaluation. Et autre chose, et je termine là-dessus, quelque chose qui est très important pour qu'il n'y ait pas de bulle liée au changement climatique, la certification des investissements. C'est-à-dire que si vous donnez une bonification d'intérêt, des subventions, etc., à des entreprises qui font des investissements labellisés changement climatique, il ne faut pas que ça soit de faux investissements ou des investissements qui auraient été faits de toutes les manières. Et par conséquent, c'est une nouvelle industrie qui doit se développer. Une industrie de la certification de l'abattement de CO2 équivalent, de gaz à effet de serre, liés aux investissements qui sont faits. Et à ce moment-là, l'entreprise obtient ces bonifications, les garanties, etc., qui lui sont nécessaires. Vous voyez que là, vous avez à construire véritablement un nouveau système productif, en fait, qui est bien un nouveau régime de croissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Sophie, on va reprendre en fait le slide sur on fait le lien avec la page qui concernait les acteurs financiers à convoquer pour financer ces plans d'investissement dont on parle. Donc, notamment alors comment les appeler, investisseurs, institutions de long terme. Je vais laisser Sophie préciser ça. Dans la terminologie de la Commission, ce sont les National Promotional Banks and Institutions. Donc, pas que des banques. Donc, je suis très heureuse de m'exprimer aujourd'hui devant vous dans ce panel très distingué. Après Michel Aglietta, qui a été mon professeur et qui m'a beaucoup appris évidemment en économie, qui m'a communiqué aussi sa passion pour l'économie. Donc, c'est pour moi un grand honneur. Donc, ce que je vais dire est je pense tout à fait cohérent avec ce qui vient d'être dit. C'est simplement, vous allez avoir le point de vue un petit peu plus institutionnel, effectivement, d'un investisseur public de long terme, en l'occurrence en France, donc le groupe Caisse des dépôts, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et notre filiale BPI France, qui sont considérés comme des investisseurs publics de long terme. Bon, je suis un petit peu plus positive sur la politique européenne en la matière, parce que je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience il y a quelques années de l'importance de l'investissement de long terme. Cette prise de conscience a donné lieu, comme toujours dans le processus communautaire, à un livre vert. C'était le livre vert de Barnier sur le financement à long terme de l'économie. Ça a donné, en France, on a eu une organisation sous forme d'une organisation de place qui était autour de Gérard de la Martinière, donc une task force qui a aussi réfléchi sur le sujet et fait des propositions. Et tout ça, finalement, concrètement, s'est retrouvé, me semble-t-il, dans le plan Juncker, dont on peut dire que, et je vais y revenir un petit peu plus,
c'est quand même la manifestation concrète de la prise de conscience par la Commission de l'importance de l'investissement de long terme, à la fois pour la croissance économique de long terme, bien sûr, mais une croissance inclusive et aussi, on va dire, pour l'avenir politique de l'Union européenne. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être rentrer un petit peu plus dans la mécanique du plan Juncker pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais très rapidement, ce n'est que l'illustration de ce qui vient d'être dit avec l'effet de levier, et puis ensuite aussi peut-être quelques éléments d'actualité sur ce qui va pouvoir peut-être prendre le relais de ce plan Juncker. Donc là, je vous ai mis un schéma qui est le schéma représentant le fonctionnement de ce plan. Finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle un fonds. Et ce fonds est abondé à la fois par une garantie donnée par le budget de l'Union et puis par un apport en capital de la Banque européenne d'investissement. Et avec ce fonds qui est géré par la Banque européenne d'investissement de 21 milliards, il y a un premier effet de levier qui est lié à la capacité pour la BEI, qui est une institution très bien notée, triple A, comme on dit dans le jargon financier, d'aller s'endetter sur les marchés et de faire un premier levier de cette manière-là. Mais évidemment, donc on arrive aux 61 milliards si vous voulez dans le petit schéma, mais évidemment ce qui compte c'est qu'ensuite la présence de la BEI et du Fonds européen d'investissement stratégique va faciliter l'investissement des financeurs privés et donc faire aussi levier sur ces financeurs privés, ce qui permet d'aboutir donc au montant qui était évoqué par Michel Aglietta de 315 milliards dans la forme initiale du plan Juncker, c'est-à-dire au total vous mettez 21 milliards, vous ressortez avec 315 milliards, vous avez un effet de levier de 15. Donc voilà le mode de fonctionnement du plan Juncker. Peut-être de manière plus générale, qu'est-ce que ça montre? C'est que l'Union européenne intervient différemment de ce qu'elle faisait auparavant. C'est-à-dire qu'elle va essayer en raison des contraintes budgétaires, de faire moins de subventions et de faire plus d'instruments financiers. Et l'instrument financier, c'est-à-dire, c'est faire de la garantie, c'est faire des prêts, c'est faire de l'investissement en actions, c'est-à-dire utiliser les ressources publiques avec l'idée qu'elles peuvent rapporter de l'argent et en tout cas qu'il y a un retour des sommes investies et non pas un investissement à fond perdu. Donc c'est une logique nouvelle qui est en train de se mettre en place et qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est quand même un changement assez radical du mode d'intervention au niveau de l'Union. L'autre fait marquant du plan Juncker, c'est que, alors ça a plus ou moins réussi, mais c'est aussi ciblé sur des investissements long terme risqués. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de financer des projets qui l'auraient été de toute façon. Il s'agit d'aller financer des projets qui ne trouvent pas de financement sur le marché auprès des financeurs privés et de faire cet effet d'entraînement qui était évoqué pour pouvoir apporter de la croissance. Et ça se traduit aussi par un mode un peu différent de ce qui se faisait traditionnellement avec les financements européens, c'est-à-dire les financements européens sous forme de subventions étaient alloués par poche. C'est-à-dire on disait on va mettre tant dans tel secteur, bon ça continue à être le cas d'ailleurs, hein, tant dans tel secteur, telle cible, etc. Donc une allocation administrative. Là évidemment, quand vous avez ce type d'instrument, la logique financière veut que vous n'avez pas de allocation ex ante. Simplement le fait qu'en gros il y a un volet infrastructure d'un côté, un volet PME de l'autre, mais enfin c'est quand même une partition assez vague. Et c'est bien la logique financière, la logique économique qui doit être à l'œuvre et qui doit permettre de financer les projets qui en ont besoin. Bon, là, je vous dis la théorie. Après, ça a marché. Alors, ça a marché plutôt bien. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais enfin, c'est pour vous dire qu'en termes quantitatifs, clairement, ça a marché puisque les investissements suscités par les montants mis par l'Union européenne dans le plan Juncker depuis 2015, on arrive à 264 milliards. Bon, c'était voilà, c'est pas au milliard près, mais c'est par rapport à la cible de 315. On voit qu'a priori ça marche. Ça a marché parce que ça couvre peu ou prou tous les pays, tous les États membres.
avec d'ailleurs, si on le rapporte au PIB, quelque chose d'assez cohérent. Donc, ça a marché aussi parce que ça a permis de financer à peu près tous les secteurs, même s'il n'y avait pas cette allocation ex ante. Si on regarde ex post, finalement, infrastructure, en gros, c'est, je crois, 50%. Moi, alors, je vois plus très bien. J'avais sommé les petits chiffres que vous avez sur le côté. PME, c'est un tiers, et la recherche, 20%. Quoi. En gros, donc c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Et puis, peut-être, là, je prêche un peu pour ma paroisse, ça a particulièrement bien marché là où il y avait des institutions telles que la Caisse des dépôts. Donc, on l'a dit, il y en a en Italie, en Espagne. En Allemagne, c'est un peu un cas particulier puisque eux, ils n'ont pas eu besoin ou pas eu envie de mobiliser le plan Juncker. Donc, ça a bien marché dans les pays qui étaient dotés d'investisseurs publics nationaux, d'investisseurs de long terme, parce que justement, il y a eu ce rôle de relais, de co-investisseurs qui a été joué par ces institutions nationales. Alors, oui, alors un petit focus pour la France. Bon, c'est simplement pour vous dire que la France en a bénéficié assez largement. Vous voyez, alors c'est 8 milliards à peu près sur la part de financement qui a été obtenue par la France depuis le lancement du plan Juncker. Si là aussi je parle un petit peu point de vue Caisse des dépôts, en gros la Caisse des dépôts en nombre de projets a été dans un tiers des projets qui ont reçu du financement Juncker. On va dire sur ce tiers, enfin le tiers lui-même se décompose en 2 tiers sur les entreprises via BPI France et puis un tiers sur des infrastructures, dont au sens large, c'est-à-dire dont des infrastructures sociales. Et ça, je reviendrai sur ce concept qui me semble important et dans lequel on met les secteurs que sont le logement, la santé et l'éducation. Donc on reviendra un petit peu là-dessus après. Donc plutôt quand même un succès pour le plan Juncker, du coup un plan Juncker 2 évoqué par Michel Aglietta, c'est-à-dire à la fois l'augmentation du montant c'est toujours la même mécanique, je vous ai pas remis le schéma, mais c'est toujours la même chose, sauf qu'on augmente les montants. Alors ça permet de financer 500 milliards au lieu de 350 ou 315, ça dépendait de l'horizon qu'on prenait. C'est un horizon allongé, donc 2020 contre 2018. Alors, 2 petits points qui sont quand même importants. Sur le côté positif de la balance, c'est le fait que si on devait mettre en avant une limite du premier plan Juncker, c'est que ce qui a été financé d'abord, c'était des gros projets pour les infrastructures. Or, l'investissement de long terme, ce n'est pas que de l'investissement de gros projets. On pense immédiatement effectivement au rail ou aux gros projets de ce type, mais ça n'est pas que ça, c'est aussi des petits projets. Et justement, ce qu'a cherché à faire le deuxième plan Juncker, c'est à davantage faciliter le financement de ces plus petits projets, auxquels notamment la BEI n'est pas habituée. Et du coup, il y a des mesures pour favoriser la mise en œuvre de ce qu'on appelle des plateformes. Alors c'est un terme un peu générique pour dire toutes les manières de regrouper des petits projets. Soit on les met tous dans un fonds, soit on fait un crédit dont la gestion est déléguée à une institution comme la Caisse des dépôts par exemple. Bon, il y a plusieurs manières de faire, mais il y a cette volonté d'atteindre des plus petits projets, donc ce qui est plutôt positif. Du côté plutôt négatif de la balance, c'est qu'il faut avoir conscience, alors peut-être je vais revenir juste un instant sur ce schéma-là. Quand j'ai dit il y a une garantie de l'UE de 16 milliards. En fait, si on rentre un peu dans la mécanique budgétaire, c'est pas 16 milliards de cash. C'est pas 16 milliards d'argent frais, c'est en fait la moitié. C'est-à-dire que l'UE considère que il n'est pas nécessaire d'apporter une garantie complète parce que tous les risques ne vont pas se matérialiser. Donc c'est une garantie à hauteur de 50% qui a été apportée. Alors après, le tour de passe-passe budgétaire dans le plan Juncker 2, c'est que, étant donné la rareté des ressources budgétaires, la Commission a dit il n'y a pas eu tant de sinistres. Alors finalement, mon 50%, je vais peut-être la baisser un peu, ce qui me permettra de mettre encore moins au pot, en ayant un effet des multiplicateurs qui sera le même. Alors là, il y a un petit caveat quand même, c'est parce que quand vous faites une garantie qui est moins bien couverte, ça signifie qu'implicitement, vous pensez que vos projets vont pas trop rater. Donc si vos projets ratent pas trop, c'est peut-être que vous n'avez pas pris tant de risques que ça. Donc il y a quand même un petit sujet là-dessus. Cet abaissement du taux de couverture, qui est quelque chose de technique, est quand même à une importance économique pour le coup assez grande, qui est
Les investissements, par exemple, en actions, c'est plus risqué. Donc ça c'est moins facile avec ce type de taux de couverture. De manière plus générale, des projets qui sont plus risqués, comme on risque de pas récupérer les fonds, on va pas en faire autant que ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc ça c'était un petit point que je voulais souligner. Bon, donc voilà l'investissement de long terme. Pour finir sur cette partie un peu descriptive de l'existence, je pense que l'Union européenne a bien conscience qu'il faut faire des choses et a fait des choses. On peut pas le nier. Alors après, et là je rejoins effectivement le fait que l'investissement de long terme, c'est difficile à définir, mais c'est un investissement finalement qui génère des externalités positives ou limite les externalités négatives. Donc de ce point de vue-là, sans doute que quels investissements, la question qui était posée pour la table ronde, c'est quels investissements pour l'Europe? C'est sans doute des investissements à forte externalité positive, donc la green finance, comme on dit au niveau européen, les investissements verts. Il y a effectivement des travaux qui ont eu lieu au cours de l'année passée, qui ont donné lieu à l'adoption d'un plan d'action au niveau communautaire. C'est peut-être la partie plus connue. Je pense que les autres intervenants vont développer. Je n'ai pas développé beaucoup plus, mais il y a des besoins a priori gigantesques à couvrir. Alors, quelque chose qui est peut-être plus nouveau, c'est la question de l'infrastructure sociale. Donc c'est un concept sur lequel on a réfléchi justement au niveau des investisseurs publics nationaux. Alors nous sommes organisés dans une association européenne. Et à la demande de la Commission, on a monté un groupe de travail pour réfléchir sur le sujet en 2017, comme on fait toujours au niveau européen, c'est comme ça qu'on procède. Ce groupe de travail a rendu un rapport avec pas mal de préconisations, et puis le constat qui est que finalement, il y a un besoin très important de financement d'infrastructures sociales. Pourquoi? C'est les raisons évoquées par Michel Aglietta, c'est-à-dire des finances publiques qui vont mal, donc ce qui était auparavant un investissement public, ça s'est effondré, n'est plus assuré par la puissance publique, et en revanche, le privé n'a pas pris le relais, parce que ce sont des investissements qui présentent certaines caractéristiques qui sont les caractéristiques d'investissement en infrastructure, c'est-à-dire ces investissements qui ont un rendement assez régulier. Ce sont des investissements qui, évidemment, sont longs en termes de durée, mais dans le cas des infrastructures sociales, par opposition aux infrastructures, on va dire classiques, auxquelles on pense traditionnellement, d'abord, la rentabilité est sans doute plus faible quand même. Par ailleurs, ce sont des investissements qui ont de très fortes externalités qu'il faut savoir valoriser et qui ne le sont pas nécessairement dans le rendement financier. Donc se pose la question de comment valoriser un rendement social finalement de l'investissement. Or, c'est un peu un prérequis si vous voulez attirer des investisseurs privés. Il faut toujours le traduire dans des termes monétaires. Les infrastructures sociales présentent aussi comme caractéristique que c'est de l'investissement en dur, par exemple dans des écoles, mais c'est aussi de l'investissement dans de l'usage ou du service. C'est-à-dire vous ne pouvez pas construire, il vaut mieux ne pas construire une école maintenant comme on la construisait il y a 10 ans, parce que les usages ont changé. Pareil pour les hôpitaux, avec le développement de la médecine à distance, par exemple. Il faut concevoir les infrastructures dès le départ en tenant compte des services associés, ce qui est quand même un métier un peu différent et une façon de concevoir les projets un peu différente, mais c'est de ça que dépend les externalités qui vont être produites par ces infrastructures. Donc c'est évidemment majeur. Et puis, de manière peut-être plus basique d'un point de vue financier, je disais, c'est pas des infrastructures qui sont nécessairement rentables dès le début ou sans aide. Et donc, on se retrouve face à des objets économiques qu'on ne peut pas financer complètement par des instruments financiers, qui auront encore besoin d'une partie de subvention, ou qui auront toujours besoin d'une partie de subvention pour certaines d'entre elles. Donc il faut pouvoir mélanger les deux. Donc je vais prendre un exemple peut-être concret, parce que là je suis abstraite, mais sur quelque chose qui a été fait dans le cadre du groupe. On a une filiale qui s'occupe de logement social, qui est CDC Habitat,
qui elle-même a une filiale qui est comment dire spécialisée dans le logement très social, qui est Adoma. Et en fait, Adoma a financé des logements pour migrants. Alors en France, vous le savez sans doute, pour les migrants sont logés dans des chambres d'hôtel avec un coût à la nuitée qui est très élevé, des conditions de logement qui sont épouvantables. L'État a passé un accord avec Adoma pour que justement on puisse remplacer ce logement qui n'était pas satisfaisant et coûteux par un logement plus adapté. Adoma a donc acheté des chaînes d'hôtels, donc Formule 1, les a transformés en logements adaptés, logement social adapté. Le coût de la nuitée est beaucoup moins élevé. Donc pour l'État, ce qui était 40 € devient, je crois que ça doit être 25 €. Donc il y a un gain financier. Adoma, c'est à la fois un gérant, un financeur, donc lui, il est rémunéré avec un rendement financier faible, classique, mais en plus, et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure sur la valorisation des externalités sociales, il y a une part de sa rémunération qui dépend de l'atteinte d'objectifs sociaux. C'est-à-dire que Adoma s'engage à obtenir un taux de scolarisation des enfants de tant de pourcents, un taux d'accompagnement administratif de tant de pourcents. C'est quelque chose qu'Adoma, bon, c'était l'ancienne Senacotra, sait faire. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc passé ce contrat avec l'État. Donc, l'État y gagne financièrement, mais l'État y gagne aussi en qualité de service, puisque l'hébergement est adapté. Vous avez des services connexes qui sont apportés. Et il y a un sens à avoir une intervention privée, parce que l'intervention privée, certes, le rendement de base est faible, mais il y a aussi un petit intéressement supplémentaire qui est lié à l'atteinte d'objectifs sociaux. Et ça, c'est typiquement le type d'instrument qui peut pas être développé sur tout, bien sûr, mais sur lequel il est important de réfléchir même à l'échelle européenne, c'est-à-dire à essayer de développer ce type d'instrument d'une nouvelle génération, si vous voulez. Donc voilà sur ce point infrastructure sociale. Alors, peut-être pour finir simplement sur les débats actuels, donc sur qu'est-ce qui remplacera le plan Juncker à l'avenir. Alors, vous le savez tous, il y a le Brexit. Donc, on a un budget de l'Union européenne qui se trouve face à un véritable problème. Si je prends toujours les aspects d'un point de vue financier, c'est que on va avoir moins de ressources puisque la Grande-Bretagne était un contributeur net au budget. Et en même temps, on a toujours plus d'enjeux européens, justement liés aux migrations, liés à la défense, etc. Donc, nécessairement, la Commission doit réfléchir à l'avenir de l'Union, et cet avenir de l'Union passe par une réflexion sur le budget, une réflexion sur les ressources propres, une réflexion sur les priorités. Donc ça, c'est certain. J'ajouterai une autre dimension, c'est une réflexion sur les instruments financiers. Donc la dynamique que je vous décrivais avec le plan Juncker, qui consiste à remplacer des subventions à fonds perdus par des instruments financiers dans lesquels vous mettez de l'argent, mais vous attendez un accompagnement du privé, et puis vous attendez un retour de cet argent pour pouvoir le recycler ensuite. Cette logique ne peut que s'amplifier, en fait, parce qu'elle est contrainte par les aspects, on va dire, budgétaires et macroéconomiques. Donc, les réflexions en cours au niveau de l'Europe, c'est des réflexions à l'horizon 2020, parce qu'il va falloir adopter un nouveau cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire une nouvelle loi de finances pluriannuelle pour l'Union, qui va déterminer à la fois les montants et la manière de dépenser. Donc, pour les instruments financiers, ce qui semble être actuellement dans les tuyaux, c'est l'idée qu'il faut simplifier, parce qu'actuellement, il y a des instruments financiers dans plusieurs programmes. Je vous ai parlé du plan Juncker, mais il y a d'autres instruments financiers. Donc, la Commission a l'idée de faire un grand fonds sur le modèle du fonds Juncker et de mettre les ressources qui sont pour l'instant éparses dans ce grand fonds. Alors, une fois que ça s'est dit, dans ce fonds, elle prévoit de mettre des fenêtres. Pour l'instant, il semblerait qu'il y aurait 4 fenêtres. Il y a des fenêtres donc PME comme actuellement avec le plan Juncker, innovation. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, infrastructure soutenable, donc prise en compte de la dimension verte, et sociale. Dans le social, en mettant sans doute des infrastructures sociales dont je viens de parler, et aussi l'économie sociale et solidaire. Donc, là aussi, on voit bien que l'aspect qualitatif
que vous avez souligné est davantage pris en compte sans doute dans les réflexions actuelles sur le prochain cadre financier. Et puis une réflexion sur la mise en œuvre, parce que je vous le disais, la BEI c'est quand même une grosse banque à Luxembourg qui a l'habitude de faire des gros projets. Donc ce que je dis, c'est à la fois que c'est une banque. Donc une banque, c'est nécessairement une institution qui est soumise à certaines réglementations contraignantes. Et les banques ne peuvent pas nécessairement faire de l'investissement de long terme parce qu'elles ont des contraintes réglementaires qui peuvent les en empêcher. Et la BEI n'y échappe pas complètement. Et puis, c'est une grosse banque à Luxembourg, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de réseau. Donc, quand l'avenir est de financer de plus en plus des petits projets, il va y avoir une limite à ce que ça soit fait directement depuis Luxembourg. Ça s'est vu, déjà dans le plan Juncker, je vous ai dit, on a joué un rôle actif au niveau national, donc des institutions comparables à la Caisse. Et maintenant, il semblerait que dans la future architecture, ça soit un rôle qui soit directement reconnu au niveau européen. C'est-à-dire, si je reprenais le schéma du début, là où le FEIS était géré effectivement exclusivement par le groupe BEI, le FEIS serait géré à la fois par la BEI et par les banques nationales, ce qui se justifie par le fait que, comme la Caisse des dépôts, on a un réseau, hein, on a, je crois, une quarantaine d'implantations dans les territoires. On a une longue expérience sur le travail entre administration et secteur privé. On est des investisseurs responsables au service de l'intérêt général. On a aussi des filiales, comme j'ai évoqué, qui sont des filiales qui sont expertes dans certains domaines, comme les infrastructures sociales. Et donc tout ça, devrait permettre d'obtenir davantage d'additionnalité. Et là, je reboucle sur ce qu'a dit aussi Michel Aglietta, c'est-à-dire la capacité à faire des investissements qui ont vraiment un sens au niveau européen, c'est-à-dire qui permettent de dégager des externalités et qui ne peuvent pas être faites au niveau purement national isolé et qui ne sont pas faits non plus spontanément par le secteur privé. Et donc voilà, je finis sur cette note d'optimisme en vous redisant que, à mon avis, l'Union européenne a pris conscience de l'importance de l'investissement de long terme, a essayé de mettre en place déjà des choses et continue sa réflexion, et j'espère que ce qui va bientôt être présenté, en tout cas en 2019-2020, sera dans la continuité de ce qui a été dit sur l'investissement de long terme en quantité et en qualité. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on va continuer justement sur le contenu des investissements maintenant, hein, sur la qualification de ces investissements de qualité et de long terme, d'abord avec Thomas un panorama un peu de ces besoins d'investissement. On va rentrer plus dans le contenu et dans les secteurs concernés. Tout à fait. Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas, je travaille à l'Institut Jacques Delors et je vais vous parler de l'investissement de long terme en Europe et notamment avec une petite focale mise sur la question énergétique qu'on a déjà abordée. Là, ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'évolution de l'investissement en Europe aujourd'hui, la situation de l'investissement en Europe aujourd'hui comparée au niveau historique. Et si vous regardez tout à gauche, vous voyez en fait qu'aujourd'hui, on est sur un niveau d'investissement qui est légèrement inférieur au niveau historique qu'on a connu dans les années 90 et 2000. Et si vous regardez en termes de secteur, c'est vraiment cette petite barre bleu clair qui sont en fait le secteur résidentiel. D'où vient vraiment la baisse principale de l'investissement. Et en quoi est-ce que c'est important? Déjà, le secteur résidentiel est important, hein, la fameuse expression quand le bâtiment va, tout va, on le connaît, mais aussi parce que c'est un enjeu stratégique aujourd'hui. Parce que faire la transition énergétique, ça passe par l'efficacité énergétique, et ça passe donc en fait par la rénovation de ces bâtiments. Toujours en Europe, un autre élément qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème d'investissement, en tout cas, disons, les problèmes d'investissement sont différents selon les zones en Europe. Quand vous regardez, vous voyez en fait que c'est vraiment la périphérie européenne, c'est-à-dire des pays comme l'Irlande, comme la Grèce, comme le Portugal, comme l'Italie, qui sont en fait les pays qui ont été le plus frappés par la crise de 2008. Et ce sont ces pays-là où on voit en fait une baisse de l'investissement la plus importante. Cette baisse de l'investissement, elle est aussi pas seulement une baisse de l'investissement privé, mais aussi une baisse de l'investissement public. On le voit ici notamment, on voit en fait depuis 6 ans que l'investissement dans l'Union européenne est en baisse structurelle, en tout cas l'investissement public est en baisse structurelle. Et aujourd'hui, il y a des niveaux qui sont en fait plus bas hein, que les niveaux des années 90. Et là encore, ce sont notamment les pays de la périphérie de l'Europe qui ont le plus baissé leur investissement public, notamment l'Irlande, le Portugal, Chypre, l'Espagne.
Vous voyez aussi l'Allemagne, qui est toujours à un niveau extrêmement bas, mais qui est le niveau historique. Pour le coup, en Allemagne, il n'y a pas eu de baisse significative, il n'y a même quasiment pas eu de baisse du tout, en l'occurrence. Donc, l'Union européenne a mis en place tout un ensemble d'outils pour favoriser l'investissement de long terme. Ils ont déjà été mentionnés, je vais revenir brièvement sur certains d'entre eux. Tout d'abord, la Banque centrale européenne a mené une politique de taux d'intérêt extrêmement bas. Aujourd'hui, le taux directeur il est de 0%. Voilà. On pourrait, des économistes débattent pour savoir si on pourrait avoir des taux d'intérêt négatifs ou pas, est-ce que ce serait une bonne idée. Voilà. Donc c'est déjà un élément important. Un autre élément important, c'est le budget de l'Union européenne qui est de 150 milliards d'euros par an. 150 milliards d'euros, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est à la fois beaucoup parce que 150 milliards, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, c'est 5 fois le budget de l'armée française. Donc c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, c'est pas beaucoup parce que c'est qu'environ 1% du PIB de l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est la qualité de ce budget-là, parce qu'en fait, ce budget est principalement investi, et notamment dans des investissements de long terme, je vais y revenir. La Banque européenne d'investissement, aussi en termes de montant, on parle de 75 milliards d'euros de prêts par an. Et le Fonds européen d'investissement, qui est un outil qu'on n'a pas encore mentionné en détail, qui est un outil qui, lui, va prendre des parts dans des entreprises, dans des projets. Et là, c'est environ 10 milliards d'euros par an. Et enfin, il y a tout un ensemble d'outils sectoriels. Il y a littéralement des centaines d'outils sectoriels faits pour favoriser l'investissement dans des secteurs très précis. Horizon 2020, c'est le budget européen pour la recherche et l'innovation. Et je vous ai mis quelque chose de tout à fait récent qui a été lancé il y a 6 mois, qui s'appelle Smart Finance for Smart Buildings Initiative, qui vise à permettre la rénovation des bâtiments en Europe. Et enfin, il y a le plan Juncker qu'on a déjà mentionné. Vous avez déjà vu en fait cette diapositive, on ne s'est pas assez concerté. Mais je vais revenir sur 2 points qui me semblent importants pour ma présentation. C'est d'abord les secteurs. Vous voyez en fait que 20% du plan Juncker, c'est donc la recherche et l'innovation. 20% c'est aussi l'énergie. Et après, vous avez 11% le numérique et 10% le transport. Donc on est vraiment sur les secteurs stratégiques pour l'Europe aujourd'hui. Et vous voyez aussi la répartition géographique, donc là en gros plus c'est foncé, plus il y a d'argent qui a été investi. Et donc les principaux bénéficiaires, c'est certes la Finlande, l'Estonie et la Lettonie, mais aussi la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Donc aussi les pays qui évidemment en avaient le plus besoin. La recherche et l'innovation, c'est un élément critique et c'est un investissement de long terme, par définition. Si aujourd'hui vous avez dans votre poche, comme j'ai moi, un téléphone intelligent, peu importe sa marque, ce téléphone-là, il est intelligent, il n'est pas stupide, parce qu'il y a 13 technologies qui l'ont rendu intelligent. Ces 13 technologies-là, sans aucune exception, ont été développées par le secteur public. Sans recherche publique, sans innovation publique, il n'y a pas de recherche privée et d'innovation privée qui réussissent. Le budget de l'Union européenne dédié à la recherche, c'est un budget qui est en croissance constante depuis les années 80 et qui aujourd'hui représente 80 milliards d'euros investis pour la période 2014-2020 et on est en train de voir quelle va être l'évolution de ce budget après 2020. Et il est investi à tous les niveaux de la recherche et l'innovation. Donc là, je vais vous prendre l'exemple d'une vraie entreprise qui existe, qui s'appelle Skeleton Technologies, qui est une entreprise estonienne, principalement estonienne, mais aussi allemande, et qui est devenue le leader européen sur un élément du marché de la batterie, qui est un élément crucial pour réussir la transition énergétique, notamment pour évidemment se passer du pétrole dans le transport. Et donc vous voyez en fait que l'histoire elle démarre dans les années 90, mais en termes d'entreprise, ça démarre vraiment en 2009, avec un soutien financier de l'Agence spatiale européenne. Et cette entreprise-là est accompagnée par les outils européens tout au long de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et ça prend des formes différentes, ça prend des formes de subventions qui sont nécessaires encore, notamment pour des toutes petites PME qui se lancent, et aussi du soft equity, donc d'autres mécanismes de soutien. Et ce soutien européen vient aider à créer un levier avec de l'investissement privé, que là vous voyez en haut. Et pour être très clair, cette entreprise-là, dont j'ai eu la chance de rencontrer le PDG en février là, à Bruxelles, cette entreprise-là ne pourrait pas exister si l'Union européenne n'existait pas, très clairement. Et cette entreprise-là est en train de conquérir, est en train de devenir un leader mondial. Ils ont déjà plus de 100 personnes qui travaillent maintenant, et ils sont passés, grâce notamment au soutien européen et à la créativité de ces salariés, en 10 ans, ils sont passés d'une idée à aujourd'hui une usine qui fabrique les produits, donc des batteries de Skeleton Technologies, qui sont en train d'être achetés par tout un ensemble d'acteurs. Donc ça nous amène à la question de la transition énergétique. Et moi j'aime toujours bien définir un peu ce mot-là.
Et la transition énergétique, ma définition personnelle en tout cas, c'est un projet politique. Et c'est un projet politique qui vise à utiliser l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour réduire la consommation d'énergie fossile. Donc en gros, pour nous libérer de notre dépendance au pétrole, au gaz, au charbon. Et cette transition a en fait des bénéfices multiples, bien au-delà de la question climatique, qui est évidemment la question première, en tout cas d'un point de vue chronologique. Mais c'est aussi des bénéfices en termes de santé. Vendredi, là, j'étais à Barcelone et j'ai découvert, je vous raconte un peu ma vie en même temps, mais voilà, et j'ai découvert qu'à Barcelone, en fait, il y a 8 personnes qui meurent chaque jour à cause de la pollution de l'air. Donc j'ai pas encore le chiffre pour Paris, mais c'est plus que 8. Hein. Voilà. Donc c'est un élément vraiment critique, évidemment pour nos vies, mais aussi tout simplement d'un point de vue purement financier pour la survie de l'État-providence et de la sécurité sociale. Parce que la pollution de l'air, ça provoque des infarctus, des AVC, tout un ensemble de maladies qui, au-delà de tuer les gens, ont aussi un impact négatif sur les dépenses publiques. Un autre bénéfice important, c'est la question démocratique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les grandes décisions énergétiques dans notre pays qui est la France n'ont pas été historiquement prises de façon extrêmement démocratique avec une implication citoyenne très forte. Je vais rester à ce niveau de généralité. On a vraiment la capacité avec cette transition-là de, nous, en tant que citoyens, nous saisir de l'enjeu de l'énergie pour le maîtriser nous-mêmes, à la fois au niveau individuel, savoir qu'est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on consomme, d'où est-ce que ça vient, et aussi au niveau collectif. Ça peut être à l'échelon d'un village, ça peut être à l'échelon d'une ville, ça peut être à l'échelon d'un quartier, ça peut être à l'échelon d'une région, à l'échelon d'une nation et à l'échelon aussi européen. Donc c'est vraiment une opportunité pour démocratiser nos sociétés. Il y a aussi un bénéfice extrêmement important en termes d'emploi, notamment pour vous qui êtes jeunes. Un des grands secteurs dans lesquels vous pourrez trouver des emplois qui sont stimulants et qui sont des emplois de qualité, c'est le secteur de l'énergie. Et vous les avez à tous les niveaux. Il y a plus d'1 million de personnes aujourd'hui en Europe qui travaillent dans les énergies renouvelables. Si on est sur la biomasse, donc la gestion notamment du bois, de la forêt, ou même si on est sur la rénovation des bâtiments, vous avez tout un ensemble de métiers qui sont créés, et vraiment tout niveau de qualification. Ça va de l'ingénieur qui a Bac plus 12 au couvreur qui a un CAP. Et tous ces métiers-là, aujourd'hui, sont des métiers qui sont créés par la transition énergétique. Et enfin, dernier point, la question de la sécurité, la question de la géopolitique. Aujourd'hui, le fait qu'on soit dépendant du pétrole et du gaz, ça finance des États qui sont des producteurs de pétrole et du gaz. Certains sont les États qu'on aime bien, comme la Norvège. D'autres, voilà, un peu plus compliqués. La Russie, l'Arabie Saoudite, pour n'en citer que 2. Quand on est dépendant de leur production d'énergie, on est aussi du coup dépendant politiquement de ce qui se passe chez eux, et eux peuvent utiliser cet outil-là pour faire pression sur nous et notre liberté en tant que Français, en tant qu'Européens, de choisir la politique qu'on veut, et notamment la politique étrangère qu'on souhaite. Donc en fait, faire la transition énergétique, c'est aussi nous rendre plus libres en tant que peuple, en nous rendant plus indépendants des puissances étrangères. Donc pour faire ça, il faut de l'investissement. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est vraiment le message clé, il y a des gens qui continuent à dire quelque chose avec lequel je suis en profond désaccord, qui est l'idée que la transition énergétique, c'est un truc sympa, mais ça coûte cher, mais il faut quand même le faire pour nos enfants. Ça, c'est un peu la vision dominante qui est en train de disparaître, me semble-t-il. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la transition énergétique, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas plus cher que le maintien du système actuel. Alors, on me souffle moins cher, ça dépend, etc. Mais au niveau collectif, ça ne coûte pas plus cher, ça coûte grosso modo pareil. Après, ça dépend vous pouvez calculer de façon à ce que ça coûte un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher. Mais ça, c'est des arguties d'économistes. Donc ça ne coûte pas plus cher que le système actuel. Par contre, le défi, c'est de totalement réallouer la façon dont l'argent est utilisé. Pour le dire simplement, il faut investir plus dans le vert et arrêter d'investir dans le marron. Voilà. C'est quoi concrètement investir dans le vert? C'est par exemple la rénovation thermique des bâtiments, c'est les éoliennes, etc. Soit dit en passant, les éoliennes, l'Europe est leader mondial de l'éolienne. Donc vous voyez les éoliennes, c'est la production européenne, c'est les emplois industriels européens. C'est aussi arrêter d'investir dans le marron. Et ça, on n'a pas encore réussi à bien faire. Il y a un équivalent de la Caisse des dépôts en Allemagne qui s'appelle la KfW. La KfW aujourd'hui investit 800 millions d'euros pour construire une centrale à charbon. En Grèce, au nord de la Grèce. Cette centrale devra fonctionner à partir de 2020, donc elle a une durée de vie jusqu'en 2050, 2070 normalement. Voilà, c'est juste pas compatible avec ce dont on a besoin de faire pour faire la transition énergétique.
Pour prendre aussi tout simplement un exemple au niveau concret, ce qu'on a comme choix, par exemple, si jamais un jour vous avez, moi par exemple, je viens de la Basse-Normandie. En Basse-Normandie, on a des maisons un peu plus grandes qu'à Paris, et donc du coup, vous avez aussi parfois une facture de chauffage qui peut être plus élevée, surtout si la maison est mal isolée. Donc vous pouvez dépenser jusqu'à 150, 200 euros par mois de chauffage. En fait, la question, c'est pas de savoir si vous allez trouver de l'argent ou pas. La question, c'est est-ce que vous dépensez 200 euros par mois pour acheter du gaz russe, ou au lieu de faire ça, vous dépensez 10 000 euros d'un coup pour rénover votre maison, et du coup, vous n'avez plus besoin de payer de chauffage après. Parce que vous avez rénové votre maison, vous avez une pompe à chaleur, et soit dit en passant, vous avez créé de l'emploi qui est de l'emploi local. Donc c'est ça la question. Donc en termes d'investissement, pour utiliser un terme économique, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'arrêter de dépenser notre argent à perte dans des OPEX, donc dans l'achat de gaz par exemple, l'achat de pétrole, pour l'investir via des CAPEX, donc via un investissement aujourd'hui. Enfin, pour terminer avec un exemple concret, c'est une décision qui a été donnée il y a à peine un mois. Il y a 50 millions d'euros que la Banque européenne d'investissement a débloqué pour une gigafactory, donc une méga usine de production de batteries, qui s'appelle Northvolt, qui va être réalisée dans le nord de la Suède. Ça, c'est un projet qui est éminemment risqué. On n'a jamais créé d'usine comme ça en Europe. Il n'y a qu'une seule autre usine qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est aux États-Unis, c'est Tesla. Et ce projet-là va créer de l'emploi. C'est un projet qui est risqué, mais qui est un projet qui va créer de l'emploi et qui est financé par l'argent européen, qui encore une fois ne pourrait pas avoir lieu si jamais l'Union européenne n'était pas là de tout point de vue. Donc pour finir, se poser la question de que faire. Il y a plein de choses qui sont déjà très bien, mais on peut toujours faire mieux et on peut toujours faire plus. 5 messages clés. Tout d'abord, prévoir le long terme. Donc c'est des plans énergie-climat pour 2050, c'est des choses qui sont actuellement négociées par les États, donc par les gouvernements nationaux et par les parlementaires européens que tous les gens ici, en tout cas qui étaient adultes en 2014, ont élus lors des dernières élections européennes, pour prévoir vraiment sur le long terme. L'idée c'est quoi? C'est de dire en gros quel monde on veut avoir en 2050-2060. Et une fois qu'on sait ça, quels sont les choix politiques qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour arriver dans ce monde-là. Deuxième élément, c'est des réglementations plus sectorielles. Il y a un paquet législatif qui s'appelle le paquet énergie propre pour tous les Européens, qui est actuellement négocié, là encore par les eurodéputés que nous avons élus et par nos ministres nationaux. Donc c'est Nicolas Hulot, côté français, qui négocie cela. Et là, l'objectif, c'est quoi? C'est de dérisquer, comme on dit, donc de réduire le risque pour les entreprises et pour les investisseurs, en leur donnant une certitude la plus grande possible sur le cadre réglementaire à un horizon 2020, 2025, 2030, 2040. Le troisième point, et ça a été mentionné par Michel Agnilleta, c'est le signal prix, qui est un peu le rêve de beaucoup d'économistes qui dédient beaucoup de temps de travail à ce sujet-là. C'est un outil utile, c'est un outil qui existe déjà sur certains secteurs. Donc ce signal prix, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le prix du carbone, donc de renchérir tout ce qui émet du CO2. C'est un outil utile et qui peut être très efficace. La Suède l'a démontré. La Suède a mis en place un prix du CO2 assez élevé sur la question du chauffage au début des années 90. Et à l'époque, ils avaient environ 2/3 à 3/4 de leur énergie de chauffage qui venait des énergies fossiles, notamment du pétrole, du gaz et du charbon. Aujourd'hui, en Suède, il y a juste 2% de leur chauffage qui provient des énergies fossiles. Donc eux, la transition énergétique, ils l'ont faite. En Europe, la question est comment est-ce qu'on crée un véritable prix du CO2? Et je fais une petite parenthèse. Les recherches économiques ont montré depuis une dizaine d'années qu'à un niveau de prix égal, par exemple 30 €, une taxe est plus efficace qu'un prix de marché. Parce que la taxe envoie un signal clair qui est compris par tout le monde, y compris par exemple, des patrons de PME, des boulangers, des plombiers, qui savent que c'est un élément à prendre en compte quand ils achètent une nouvelle machine ou quand ils rénovent un nouveau chauffage ou un nouveau chauffe-eau, etc., etc. Alors que le prix de marché a tendance à être moins efficace parce qu'il a tendance à évoluer. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, ne l'incluent pas forcément dans leur raisonnement. Quatrième point, la question du budget, qui a déjà été soulevée par Michel Agnilleta. Je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut augmenter le budget de l'Union européenne et notamment le budget qui est alloué à la recherche et l'innovation. Parce que la transition énergétique, en fait, c'est de l'innovation massive. C'est un changement massif de nos modes de consommation, de nos modes de vie, et ça demande du coup énormément d'innovation. Et il faut aussi investir dans une transition qui soit socialement juste. Par exemple, un objectif que nous, l'Institut Jacques Delors, en promeut, c'est d'éradiquer la pauvreté énergétique en Europe. Aujourd'hui, on a 50 millions d'Européens qui sont en situation de pauvreté énergétique, c'est-à-dire qu'ils ne se chauffent pas assez, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer.
ou qui se chauffent relativement bien, mais que ça leur coûte tellement cher que ça provoque ou aggrave une situation de pauvreté. Vous avez ça par exemple à Paris même, mais aussi autour de Paris, par exemple dans la ville de Montfermeil, où il y a un plan où la Croix-Rouge et la mairie de Montfermeil se mobilisent de façon très active pour lutter contre ça. Et là, en fait, on a un moyen très utile pour vraiment améliorer la vie de dizaines de millions de personnes. Et c'est un objectif concret qui permet de montrer que l'Europe est utile pour tous les Européens. Enfin, le dernier point, c'est la question de l'innovation. Aujourd'hui, on assiste à la naissance d'une véritable stratégie industrielle européenne. Quelque chose qui aurait été impensable il y a encore 2 ou 3 ans. Je vous prends l'exemple toujours de la batterie. C'est donc l'Alliance européenne pour la batterie. Et en fait, comment ça s'est créé? C'est le vice-président de la Commission européenne, qui s'appelle Maroš Šefčovič, qui est un Slovaque, qui s'est dit, moi je veux qu'on puisse produire des batteries en Europe. J'en ai marre que les véhicules électriques en Europe utilisent des batteries chinoises et qu'en plus, on doit attendre pour acheter un véhicule électrique. Aujourd'hui, en Norvège, si vous voulez acheter un véhicule électrique, vous devez attendre 2 ans. Vous pouvez mettre votre nom sur une liste d'attente de 2 ans pour pouvoir acheter un véhicule électrique. C'est pas acceptable. C'est juste pas acceptable. Et donc, du coup, la Commission européenne s'est mobilisée. Elle s'est mobilisée avec tout un ensemble d'acteurs, y compris des investisseurs de long terme, y compris des industriels de la batterie. Et on est en train de créer une véritable filière européenne de la batterie qui va sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire de l'extraction des minéraux, par exemple le cobalt dont on a besoin, jusqu'à, à la fin, le recyclage de la batterie, de façon à avoir une batterie qui soit pleinement verte et qui puisse nous permettre de réaliser une transition énergétique et climatique en Europe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis disponible pour des questions. Et sinon... Merci. Merci beaucoup. Et on va terminer... je sais pas, c'est pas ta photo. Pardon, je découvre que c'est pas la photo de Sophie sur le trombinoscope là. Pour terminer, donc Yves Marignac, on va continuer sur la transition énergétique. À partir d'un travail qui avait été réalisé sur les feuilles de route de transition énergétique, on va voir qu'il y a des feuilles de route plus ou moins avancées, et puis qu'il peut y avoir aussi des complémentarités de trajectoire. Donc, tout à fait. Alors effectivement, je vais parler de ces travaux qu'on a fait à l'association Négawatt grâce au soutien de l'Institut CDC, mais peut-être juste un mot sur l'association Négawatt justement avant ça, parce qu'elle est peut-être moins connue que d'autres acteurs qui s'expriment ici. Donc, c'est une association d'experts. On a 1 millier de membres environ aujourd'hui, mais qui a un petit noyau dur qui se consacre essentiellement à produire régulièrement des scénarios de transition énergétique pour la France, et puis des politiques et mesures et des outils qui permettraient de mettre cette trajectoire en œuvre. Et essentiellement, on est aujourd'hui, avec le scénario qu'on a publié en 2017, les seuls à présenter une trajectoire atteignant la neutralité carbone pour la France à l'horizon 2050, et donc compatible avec l'engagement de la France dans le cadre de l'accord de Paris. Et on porte assez fortement dans le débat français, et on essaye de plus en plus de le faire dans le débat européen, une idée ambitieuse de la transition énergétique. Et là, on se rejoint tout à fait, et heureusement, sur plein de points d'ailleurs. La transition énergétique, pour nous, c'est vraiment un investissement d'avenir. Il y a plein de raisons d'agir. Je ne reviens pas sur tous les éléments qui ont été dits, mais le point sur lequel on insiste, c'est que c'est avant tout une question, évidemment, de lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, mais pas que. C'est aussi une question d'épuisement des ressources, les ressources fossiles, mais aussi les ressources minérales, de pollution, Thomas en a parlé, de risques technologiques, et puis d'accès aux services énergétiques. On a en France la précarité, évidemment. On a au niveau mondial un enjeu encore plus important d'accès aux services énergétiques de base d'une partie de la population. Et donc tout ça fait réellement la nécessité de cette transition. Et puis la transition, c'est aussi une opportunité économique. D'abord, ça rejoint aussi quelque chose que Thomas a dit, parce qu'il faut mettre en face le coût de l'inaction. Et en fait, ne rien faire, continuer à investir dans le système tel qu'il est, au final coûtera beaucoup plus cher que d'investir dans la transition. La transition, c'est le développement de nouvelles filières et de nouveaux services. C'est la création, à travers les renouvelables, l'efficacité énergétique, d'emplois non délocalisables, et c'est une réduction du poids de l'énergie dans l'économie, aussi bien au niveau macro, la facture énergétique, que micro pour les ménages ou les entreprises. Donc plein de raisons d'agir, et juste pour illustrer ce que peut être la transition énergétique, quelques mots sur la démarche que promeut
négawatts dans ce domaine, mais qui aujourd'hui fait l'article 1er de la loi de transition énergétique française, adoptée en 2015. C'est une démarche qu'on appelle de sobriété, d'efficacité et de développement des énergies renouvelables. La sobriété, essentiellement, c'est l'idée d'être plus intelligent sur la façon dont on utilise l'énergie, sur les services que l'on demande à l'énergie, et donc d'arrêter de consommer de l'énergie pour des choses qui ne sont pas réellement utiles. On peut le faire individuellement et bien sûr collectivement. L'efficacité, c'est améliorer globalement les rendements, éliminer les pertes, et puis du côté des ressources, aller chercher le plus possible les énergies renouvelables. C'est un projet qui est aujourd'hui un projet non seulement français mais européen évidemment, et on voit bien qu'il y a des bonnes raisons pour que ce soit une problématique européenne commune. Il y a évidemment tout l'enjeu. Enfin, il y a un cadre commun autour du paquet énergie-climat avec des objectifs globaux au niveau européen sur les émissions, sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur des niveaux d'efficacité énergétique, sur des niveaux de développement des énergies renouvelables. C'est aujourd'hui un prisme commun qui s'impose dans les stratégies nationales énergétiques des pays, qui trouve évidemment une logique dans un espace économique commun, le marché de l'énergie, notamment le marché de l'électricité, le marché du gaz, et puis c'est aussi un enjeu de possible stratégie industrielle, et on rejoint complètement l'idée que ça a tardé, mais c'est en train aujourd'hui d'émerger. Néanmoins, la transition énergétique à l'échelle européenne, ça se heurte quand même à des spécificités nationales, à des enjeux nationaux. Chaque pays ne part pas du même point en termes d'efforts à fournir, en termes d'atouts ou de faiblesses et de difficultés qu'il présente du point de vue énergétique, au niveau de ses infrastructures, au niveau de ses choix, le charbon, le nucléaire et autres. Il y a aujourd'hui, par rapport à ces enjeux et à ces choix qui peuvent être différents entre les pays, une difficulté à trouver une cohérence à l'échelle européenne entre les stratégies nationales. Une des illustrations, c'est sur l'électricité. En fait, quand on fait la somme des stratégies des pays, tous souhaitent développer les énergies renouvelables, mais peut-être plus en addition de leur production actuelle d'électricité qu'en substitution. Et le résultat, c'est que chaque pays se voit dans sa trajectoire de transition énergétique exportateur d'électricité, évidemment. Quand on fait la somme au niveau européen, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ce qu'on a fait effectivement dans le cadre de cette étude, c'est de regarder un peu plus en détail ce que peuvent être dans différents pays. On était sur la Suisse, la France, l'Autriche, l'Allemagne et le Danemark, des trajectoires ambitieuses à long terme de transition énergétique, et on les a regardées au prisme de la sobriété, de l'efficacité et du développement des renouvelables, en particulier sur l'électricité. Alors, je vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais quelques éléments qui nous paraissent intéressants. D'abord, sur la sobriété, toutes ces trajectoires intègrent de la sobriété, donc le message est bien qu'elle est nécessaire d'une manière ou d'une autre à la transition énergétique, mais selon les pays, l'effort ne se porte pas sur les mêmes secteurs. Parfois, c'est sur la maîtrise des surfaces de logement, parfois sur le niveau de déplacement, des fois un peu des deux, etc. Derrière ça, il y a, pour rejoindre la question sur le désinvestissement, il y a quand même des questions sur des secteurs qu'on arrête de faire grandir, des politiques de désinvestissement, et au-delà de ça, un enjeu important dans la transition énergétique, c'est en même temps que des politiques de développement de nouveaux secteurs et de nouveaux emplois, d'être capable d'avoir des politiques de deuil sur des secteurs qui appartiennent, vis-à-vis de la transition énergétique, réellement à l'ancien monde. Au-delà de ces notions de sobriété, il y a quand même un point fondamental dans toutes ces trajectoires, c'est que systématiquement, il y a une réduction de l'ordre de 40 à 50% de la consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. Ça, c'est vraiment un incontournable de la transition énergétique, et ça passe, au-delà de la sobriété, par beaucoup d'efficacité énergétique, avec des priorités là aussi incontournables qu'on retrouve vraiment dans tous les pays. Alors il y a par exemple le développement des transports en commun, etc. Mais il y a l'efficacité dans l'industrie, mais il y a surtout vraiment inévitablement un grand plan de rénovation thermique des bâtiments. Et ça, c'est vraiment un point commun à toutes les trajectoires nationales, et donc un enjeu fort au niveau européen. Dernier point de cette comparaison sur les productions d'énergie renouvelable. Alors, on a une forte mobilisation dans tous les pays
des énergies renouvelables, mais avec des mix qui sont assez différents en fonction évidemment des spécificités de chaque pays vis-à-vis de la ressource en biomasse, de la ressource en photovoltaïque, de la possibilité de développer de l'éolien. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a une vision d'un mix électrique qui va vraiment vers énormément d'énergie renouvelable et derrière ça, une vision sur l'évolution des réseaux de production, de distribution, allant vers beaucoup plus de décentralisation. Donc il y a dans ce panorama vraiment des enjeux communs, même si il y a des disparités en termes d'investissement dans la transition énergétique en Europe. Et au-delà de ça, les réflexions qu'on a pu mener depuis m'amènent à quelques commentaires sur la manière dont il faut regarder ces investissements, essayer de les penser pour justement créer de la valeur et sortir de raisonnement simplement de retour sur investissement. Premier point, il faut vraiment pousser une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler les communs de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'au-delà d'investissements dans la rénovation thermique, dans du réseau électrique, dans des usines de batteries, etc., il y a des sujets qu'il va falloir attraper et qui ne s'attrapent pas complètement, soit par la puissance publique, soit par les entreprises et le marché, qui nécessitent des nouvelles formes de régulation et en particulier de régulation de l'investissement. Il y a toute la question de l'aménagement du territoire, maîtriser les surfaces, maîtriser l'occupation de l'espace, la coexistence des usages, toute la question de la gestion du parc bâti au-delà de la rénovation du bâtiment, la rénovation thermique, comment on gère globalement notre rapport au bâtiment dans la longue durée. La mobilité servicielle, c'est-à-dire de sortir d'un système où on est propriétaire de son véhicule pour tout faire, pour aller vers des systèmes beaucoup plus flexibles, avec beaucoup plus d'intermodalité, etc., ce qui demande des changements radicaux des modèles économiques autour de la mobilité. La gestion, Thomas l'a évoqué également, de la biomasse et des sols, qui est un enjeu majeur pour la transition énergétique, mais aussi évidemment sur les concurrences d'usage des sols et sur la réponse aux besoins alimentaires avec tout l'enjeu sanitaire. Et puis la question des infrastructures de réseau, avec le développement des renouvelables, avec un équilibre à trouver entre le vecteur électricité et le vecteur gaz, qui sont les deux grands vecteurs de réseau qu'on peut progressivement fournir avec des renouvelables pour la transition énergétique, et la question du stockage et la question de l'intégration entre ces réseaux, en prenant en compte aussi les réseaux de chaleur, et de l'intégration entre les réseaux européens, les réseaux nationaux et les réseaux très locaux. Deuxième message ou deuxième réflexion, la nécessité de penser à un optimum systémique dans le pilotage de ces investissements. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à faire aujourd'hui. Il faut apprendre à analyser ces investissements sur l'ensemble sur leur impact sur l'ensemble de la chaîne de production, d'usage de l'énergie, apprendre à tenir compte de, évidemment, l'ensemble des externalités positives et négatives, on l'a déjà dit, et puis peut-être réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une valeur système des investissements. Là, je vais l'illustrer avec une technologie qui est probablement une technologie clé de la transition énergétique qu'on appelle le power to gas. Le power to gas, c'est la possibilité, avec des renouvelables qui vont se développer et qui, du fait de leur variabilité, vont par moment être en excédent de production, de transformer chimiquement cette électricité en gaz et de le stocker sur le réseau gaz. Si on regarde ça uniquement du point de vue de l'électricité et qu'on cherche la rentabilité uniquement du point de vue du service que ça rend à l'électricité, parce que ce gaz, on peut le réutiliser pour faire de l'électricité ensuite et contribuer donc à la sécurité d'approvisionnement, ça a peu de chances d'être rentable. Si on le voit dans une vision intégrée où d'un côté on a besoin d'électricité et de l'autre on a besoin de gaz renouvelable, et plus on trouvera de gaz renouvelable à partir d'électricité renouvelable, mieux ça sera compte tenu des contraintes sur la biomasse. Et on a notamment besoin probablement de gaz renouvelable pour la mobilité, parce que transférer toute notre mobilité sur l'électricité pose des problèmes de batterie et de réseau. Là, on voit que le périmètre sur lequel on regarde la valeur de ces investissements est différent et tout de suite, ça change la donne. Le deuxième enjeu, c'est d'optimiser la transformation du système. En fait, on parle d'un système qui a une certaine rationalité économique pour aller vers un nouveau système, hein, c'est bien l'idée de transition, qui a également une rationalité, mais entre les deux, il faut en quelque sorte désoptimiser. Et donc, il y a un vrai enjeu de maîtriser le mieux possible cette désoptimisation en recherchant, là encore, la meilleure performance intégrée,
en réfléchissant à l'impact de nos choix sur la valeur des actifs existants. Il n'y a vraiment pas assez de réflexion dans l'évaluation économique des trajectoires de transition sur leur impact sur la valeur des stocks d'actifs. Michel Aglietta parlait tout à l'heure des coûts échoués. Je pense que ça en fait partie, mais ça va bien au-delà de ça. Et puis, un autre enjeu également, c'est garantir dans tout ça la juste répartition dans la durée des efforts financiers et de la répartition des bénéfices. Et donc, il y a un enjeu très fort de régulation par la puissance publique. Dernier point en termes de message, l'enjeu territorial. Le projet de transition énergétique, et là je rejoins complètement l'idée que c'est un projet politique, c'est un projet de société, et il se pose effectivement à l'échelle européenne, puis à l'échelle nationale. Mais pour mobiliser l'ensemble des acteurs, il doit probablement trouver une traduction concrète à l'échelle de projets territoriaux. Et donc, voilà, il faut incarner la transition à l'échelle territoriale. C'est là qu'on va aller chercher de la mobilisation des potentiels de maîtrise de la consommation d'énergie. C'est à l'échelle des territoires qu'on va faire de la rénovation des bâtiments, de l'aménagement fin du territoire pour améliorer la mobilité. On va évidemment mobiliser les ressources renouvelables. Et donc, voilà, il faut développer des projets de territoire. Et donc, dernier point, il faut évidemment que ces investissements de long terme qui ont besoin d'être mobilisés à une échelle bien plus large que celle des collectivités, à l'échelle européenne, se développent. Et je crois que c'est intégré d'une certaine manière, en tout cas en France, à la réflexion sur l'utilisation notamment des fonds du plan Juncker, se développe en y associant étroitement les collectivités et les territoires. Et je vais conclure sans commenter ce slide, simplement pour rejoindre l'idée que derrière ça, il y a bien un enjeu démocratique. On parle de la mobilisation d'investissements à l'échelle européenne, à l'échelle des États, mais on parle aussi du rôle des collectivités, du rôle des entreprises et du rôle que chacun de nous ou de vous peut jouer en tant que citoyen pour mobiliser tous ces efforts dans le sens de la transition énergétique. Merci beaucoup. Alors en fait, on a un tout petit espace de 5 minutes. Ça fait peut-être une question devant. Oh là là, j'ai plein de. Je vais prendre juste une question. Je suis désolée. Hein. On a été assez bavard. Oui, donc je vais essayer d'être bref. Bonjour, Benjamin Sibyl de la Banque de France, donc aussi une banque pas tout à fait comme les autres, mais je m'exprime ici à titre uniquement personnel et privé. En fait, j'aurais souhaité avoir les réactions du panel pour rebondir un peu sur cette idée de pas uniquement explorer les voies budgétaires et financières qui ont pu être évoquées, à travers une idée. En fait, cette idée, ça serait de prolonger le projet actuel du gouvernement de service national, soit civique ou militaire, en imaginant un service qui pourrait être créé à dimension européenne. Alors, idéalement, on pourrait imaginer à 28 dans le cadre du plan Juncker, ou alors une initiative ad hoc, une coopération structurée, et justement pour mobiliser toute la jeunesse des pays participants, en leur donnant la chance d'avoir une expérience à l'étranger, ce que permet aujourd'hui Erasmus, mais pas pour tout le monde. Et en même temps, à travers cette mobilisation, pouvoir justement donner les moyens humains de faire face à cette question de l'investissement dans les infrastructures, dans la transition énergétique, la transition digitale, et donc cette idée de faire l'Europe et les investissements et les défis auxquels faire face par sa jeunesse. Voilà, merci. Merci. J'ai peut-être une deuxième question. Au fond, oui. Bonjour. Je voulais savoir, ça marche pas très bien. Si ça marche, on vous entend. Je voulais savoir si vous étiez optimiste sur la question de l'accroissement du budget européen plafonné à 1%, voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, des éléments de réponse éventuellement pour ceux qui veulent sur les questions qui ont été posées. Sur la deuxième, Sophie. Merci. Apparemment, il y aurait une petite augmentation. La commission, enfin pour l'instant, vous savez, le papier de la commission sur le futur budget européen sortira début mai. Mais donc là aussi, les bruits de couloir bruxellois, c'est qu'il y aurait, on passerait de 1% à 1,1.
ce qui est à la fois peu et beaucoup. Non, c'est peut-être pas suffisant, mais en même temps, il faut avoir en tête qu'il y a des États qui sont très fermement opposés à cette augmentation. Il faut aussi avoir en tête qu'on perd quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contributeur net qui est la Grande-Bretagne. Donc ça signifie un effort qui est réparti entre les États membres. Mais c'est un signal du coup politique de dire qu'on va faire plus pour le budget européen, même si ça peut paraître symbolique, mais on a l'effet de levier. Oui, je vais réagir, alors non pas en tant que porte-parole de Négawatt, mais moi aussi en tant que simple citoyen à la réflexion sur une espèce de service civique européen. Moi, je pense d'une part que faire voyager les jeunes Européens en Europe est un élément essentiel, intégrateur pour faire vivre et grandir l'idée européenne. Donc je suis passé moi aussi, comme beaucoup, par Erasmus et je suis convaincu vraiment de cette idée. Et puis l'idée d'un service civique ou en tout cas d'une forme d'engagement pour les jeunes dans des projets de transition énergétique, de transition écologique, d'économie sociale et solidaire, etc. me semble aussi important pour faire émerger ces valeurs comme projet commun et comme projet commun européen. Donc je ne sais pas si c'est le moyen, mais en tout cas ça me paraît être un moyen possible pour faire vivre ces idées-là. Pour répondre rapidement sur les deux points, tout d'abord sur la mobilité des jeunes, on est en train de développer, donc c'est une proposition de l'Institut Jacques Delors qui est en train d'être mise en place par la Commission européenne, qui est un Erasmus pour les apprentis. Et ça, c'est notamment très pertinent pour la transition énergétique parce que, comme je le disais précédemment, c'est vraiment tout type de métier. Et par exemple, c'est très pertinent pour un jeune Portugais ou une jeune Portugaise qui veut apprendre le métier de couvreur, donc de construire un toit, d'apprendre aussi la compétence de poser un panneau solaire sur ce toit. Et le marché allemand étant beaucoup plus développé pour les panneaux solaires, cette personne apprendra beaucoup plus en Allemagne pendant 6 mois, 1 an, et après pourra travailler. Elle sera mieux payée parce qu'elle aura une compétence supplémentaire. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui. Pour ce qui est de l'accroissement du budget de l'Union européenne, ça dépend de nous, en tant que citoyens européens. On a des élections l'année prochaine. En mai 2019, tous les gens ici qui ont la citoyenneté européenne, que vous soyez français, italien, allemand, etc., si vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter pour l'eurodéputé que vous préférez. Voilà. Et la question du budget européen sera une des questions qui sera abordée, et donc voter pour le candidat ou la candidate qui défendra la vision de l'Europe et la vision du budget européen, du coup, qui vous semble la plus proche pour vous, plus ou moins d'argent, plus social, plus écologique, etc., selon vos préférences en tant que citoyen, mais du coup ça dépend de vous, et je vous incite déjà, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur les listes électorales, à le faire maintenant, comme ça vous gagnez du temps, et vous pourrez le faire, et vous pourrez voter, du coup, rendez-vous en mai 2019 pour que nous, en tant qu'Européens, on décide. Avant fin décembre. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai un petit raté, je croyais que tu... Oui, donc cette affaire, les deux sont ensemble, d'une certaine manière, hein, celui de la citoyenneté et celui du budget. On est dans une période de bifurcation. On a connu 2 grandes phases, 2 grands moments en Europe qui ont fait avancer l'Europe. Le marché commun, 58, et l'euro, la monnaie, 1989-91. On est à la 3e phase, hein, c'est où l'Europe arrive à produire une intégration budgétaire suffisante ou elle ne continuera pas. Donc c'est une question tout à fait fondamentale. On ne peut pas rester dans la situation actuelle, on le voit bien. Hein. Et donc, la question, elle est-ce que le budget doit être dans la zone euro ou est-ce qu'il doit être le budget européen dans son ensemble, de l'Union européenne? Ça, c'est toute la question qu'a posée le président de la République. Hein. Lorsqu'il a fait ses propositions, en disant après tout la zone euro c'est déjà 85% du PIB maintenant, sans l'Angleterre, il y a une convergence des deux et les autres il n'y a plus de pays si vous voulez avec opting out, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne sont censés rentrer dans l'euro un jour, puisque l'Angleterre et la Suède sont déjà avec leur opting out extérieur. Tous les autres devraient rentrer dedans.
Donc, le budget devient absolument décisif et c'est un facteur de démocratie européenne. C'est-à-dire que, bon, je reviens à ce que je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, on a développé ça dans un livre qui s'appelle La double démocratie, avec Nicolas Léron, un politologue. Aujourd'hui, c'est cette dimension politique qui est décisive. Il faut absolument passer ce cap qui est, c'est pas le fédéralisme. Et c'est pas la destruction de ce qui a été fait. Mais on ne peut pas rester dans le statu quo. C'est-à-dire que les tensions macroéconomiques qui existent aujourd'hui dans la zone euro, et c'est pas l'embellie conjoncturelle qui va changer les choses. On ne peut pas rester dans le statu quo. Et ce problème est un problème fondamental et il ne faut pas que ce soit un mur devant nous, mais l'effet de la troisième phase d'intégration après les deux premières dont j'ai parlé tout à l'heure. L'une commerciale, l'autre monétaire, la troisième est nécessairement budgétaire, sinon l'Europe ne peut pas finir par exister.